C'est bon? Je vais juste dire, je vais rappeler. Vas-y. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui un dimanche matin pour parler de littérature et d'illustration. J'ai presque envie de vous dire que vous pouvez vous applaudir. Mais aujourd'hui, nous sommes surtout avec Benjamin Lacombe. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ne le connaîtraient pas, c'est plus de 3 millions de livres vendus dans le monde. Ce sont des illustrations d'Alice au Pays des Merveilles, de Bambi, de La Petite Sirène, de Carmen et j'en passe encore d'autres. Et c'est un artiste pluriel parce que Benjamin Lacombe, vous êtes auteur, illustrateur et vous êtes aussi directeur de collection et vous revisitez les classiques chez Albin Michel. Alors j'ai une première question déjà. Comment vous vient cette idée de réimaginer des classiques ? Alors, je veux bien du coup qu'on passe sur l'iPad. C'est bon? On a quelques petits soucis techniques, mais ça marche. Alors, ouais, Voilà. Super. Bon, on a réussi. Bravo à la technique. Oui, alors, ça vient de loin, en fait, comme on le voit ici. J'ai toujours. C'est vous là sur la photo ? C'est moi sur la photo. Alors, j'avais une dizaine d'années et j'essayais de lire Heidegger. Je pense que c'était un petit peu ambitieux, disons. Mais en tout cas, la lecture, ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Et c'est vrai que il y a quelques années, quand Marion Jablowski m'a proposé de diriger une collection, donc la directrice d'Albin Michel Jeunesse m'a proposé de diriger une collection de classiques, j'ai été ravi parce que, elle m'a d'abord proposé de diriger une collection et c'est moi qui ai proposé de travailler autour des classiques parce que les classiques, c'est quelque chose qui avait animé ma vie, mes lectures d'enfance, nourri mon imaginaire et je trouvais qu'en fait c'était une façon en fait d'introduire l'image et la littérature et des grands textes comme ça chez Albin Michel et ça a été vraiment une aventure passionnante parce que là on a un certain nombre de titres déjà qui ont paru et j'ai ensuite aussi travaillé sur des classiques, mais cette fois-ci pour adultes, que je poursuis d'ailleurs. Et puis, j'ai travaillé sur une autre collection qui s'intéressait aux figures du merveilleux, qui s'appelle l'Encyclopédie du merveilleux. Et en fait, toutes ces collections permettent d'interroger les mêmes choses, c'est-à-dire ces grands personnages du merveilleux, ces grands mythes, en fait, qui traversent le temps, l'histoire, les époques et même les civilisations et les cultures. Parce que ce dont ça parle profondément en fait des problématiques humaines qui en fait ont pas de date de péremption en fait. C'est des problématiques qui demeurent à travers les temps. Et on va voir justement à travers vos œuvres à quel point justement ces livres sont atemporels. Et comment vous choisissez donc ces classiques ? C'est des classiques qui vous ont parlé durant votre enfance. Bambi vous a fait pleurer, vous a hanté. Comment ça s'est passé ? Blanche-Neige, par exemple. Voilà, Blanche-Neige, en fait, c'était un des premiers classiques que j'ai fait. Il y a deux choses qui m'intéressent. Bien sûr, il y a le rapport à l'enfance, au conte, ce qu'on a vécu étant enfant, parce que je trouve que les meilleurs livres se nichent en fait dans ce rapport à l'enfance très fort qu'on peut avoir avec le moment où on l'a découvert, ce que ça a généré en nous, et du coup, ça, évidemment, d'une certaine façon, ça agit sur l'artiste qu'on devient ensuite. Et revenir sur ces grands souvenirs d'enfance bien plus tard, quand on est adulte, ça crée quelque chose toujours d'intéressant. Donc, par exemple, en tant que directeur de collection, une des premières questions que je pose aux auteurs et illustrateurs pour travailler sur la collection, c'est quel classique vous a intéressé étant enfant ? Quel classique aimeriez-vous réinterpréter ? Quelle a été cette grande émotion d'enfant ? Plutôt que d'agir de manière adulte. Et ensuite, on se rend compte que souvent, des classiques qui vont nous toucher comme ça résonnent en nous pour des raisons et résonnent surtout par rapport à la société. Et c'est vrai que dans le cas, par exemple, de Blanche-Neige, bien sûr, il y avait eu la version de Disney, mais moi, lorsque je l'ai abordé, une des premières choses que j'ai fait, là, on voit les tout premiers croquis de Blanche-Neige, c'est travailler sur la dimension métaphorique du conte, c'est-à-dire sur vraiment quelles sont les problématiques qui sont travaillées autour de ce conte. Et finalement, c'est un conte qui traite de l'apparence, évidemment, de ce qu'on projette. La vieillesse, la laideur. La beauté, la laideur, l'extrême beauté qui en devient quelque chose d'ostracisant, puisqu'elle est tellement belle qu'en fait, ça devient un problème. Elle est obligée de se cacher, de fuir, parce que ça peut lui apporter la mort. Et
il y a la beauté aussi qui fane de la reine, qui est quelque chose de très aussi, parce qu'on est quand même dans une époque des réseaux sociaux où les gens projettent des filtres d'eux-mêmes, une image d'eux-mêmes qui est altérée en fait par rapport à l'image réelle. Et Blanche-Neige, ça traite de ça, c'est-à-dire de vouloir garder une forme de persistance comme ça, de l'apparence, de la séduction, de l'attraction visuelle. Et c'est un conte qui en cela est très moderne. Et c'est vrai que un des personnages qui m'a le plus intéressé quand j'ai travaillé autour de Blanche-Neige, bah évidemment, c'était le personnage de la reine sorcière, parce que c'est un personnage qui est très intéressant, parce que c'est un des premiers et un des seuls personnages qui passe de reine, du statut de reine au statut de sorcière. Et qu'est-ce qui l'a fait traverser en fait cela? C'est la perte en fait de la possibilité pour elle d'avoir des enfants et d'être séduisante et d'être la femme du roi. À partir du moment où elle n'est plus la femme du roi, elle devient une sorcière. Et donc là, vous êtes inspiré de Madonna et de Nicole Kidman. Exactement, parce qu'en fait, je cherchais des figures de femmes qui, de cette même manière, voulaient conserver une forme de beauté à travers le temps. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé autour de ce personnage, j'ai travaillé autour de... À chaque fois, derrière les personnages, il y a toujours des vraies personnes en fait qui m'inspirent. Alors, bien sûr, heureusement pour eux, ils n'ont pas des gros yeux comme ça et tout, parce que bon, sinon ils seraient un peu malades. Mais d'une certaine façon, je pense que quand on les voit à côté, on voit en fait le lien des personnages. Et c'est vrai que ce sont des histoires et des personnages qui quelque part voilà, traversent le temps et les époques. Pour qu'on parle de personnages aussi contemporains, d'une certaine façon, à travers ce conte, on parle d'elle. Et on l'a vu avec Blanche-Neige, on a tous une représentation de Blanche-Neige due au dessin animé de Disney. Et il y avait notamment Alice qui arrivait juste après. Et c'est vrai que là encore, on a aussi cet imaginaire qui arrive d'Alice, blonde, avec sa longue robe bleue, au milieu des pâquerettes avec son chat. Comment on fait pour réinterpréter un classique qui est à ce point ancré dans les imaginaires collectifs? Alors, dans le cas d'Alice, c'est vrai que c'est très singulier parce que Alice, voilà, après, je ne sais pas combien de fois on dit ça, c'est le livre le plus illustré après la Bible. Bon, on dit ça du Petit Prince, on dit ça aussi d'Alice au Pays des Merveilles, il faudra vérifier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est sans doute un des livres les plus illustrés de l'histoire de la littérature. C'est aussi un des livres qui a besoin d'illustration parce que le texte fait référence à l'illustration directement, nommément, 2 fois dans le texte. Donc le texte a besoin d'images, ce qui est, bon, pour un illustrateur, quelque chose que j'apprécie. Et c'est aussi un livre qui traite, qui a une genèse très particulière, puisqu'en fait, il y a un rapport entre Lewis Carroll et Alice Liddell, qui est la petite fille à qui il a conté le livre. Et c'est un rapport très compliqué, ambigu, difficile, parce qu'on ne peut pas décorréler l'œuvre de comment elle a été faite et de son auteur. Et c'est vrai qu'il avait un rapport à l'enfance qui était particulier. Par exemple, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était un professeur d'université de mathématiques, s'appelait Charles Dodgson, et quand il enseignait à des étudiants, il bégayait constamment. Et lorsqu'il se retrouvait en présence d'enfants, il ne bégayait plus. Il les prenait en photo, et c'est vrai que les photos, quand on les regarde avec notre regard contemporain, il y a quelque chose d'assez gênant en fait que procurent les images, parce qu'il y a une forme de sensualité qui se dégage de ces photos et de ce rapport à l'enfance qui est un peu compliqué. Et donc pour cette petite fille, un petit peu comme un objet de séduction, il a créé ce livre, Alice au Pays des Merveilles, d'un personnage qu'il a nommé Alice, et il a entièrement illustré ce livre lorsqu'il lui a proposé. C'est vraiment le livre de sa vie, parce que il y avait quand même 4 versions du bouquin, c'est-à-dire Alice au Pays des Merveilles telle qu'elle a paru en premier, ensuite De l'autre côté du miroir 6 ans plus tard, puis finalement le manuscrit d'Alice à l'intérieur du terrier, et puis la version pour enfants, The Nursery Alice. Donc c'est vraiment un livre qui a accompagné sa vie, et c'est un livre qui, évidemment, moi, m'a inspiré directement, mais je suis obligé de faire tout ça pour arriver, désolé, hein, c'est une longue réponse, mais en fait, pour arriver au personnage, moi, je regarde toujours la genèse du livre et comment il a été construit, parce que, évidemment, la première chose à laquelle on pense quand on connaît la genèse du livre, on se dit, bon, il a appelé Alice, donc ça veut dire que
Alice, c'était Alice Liddell. Ça paraît logique. Et donc, la première fois que je dessine Alice, moi, je dessine... Vous la voyez brune. Je la vois brune, et je vois que le chat du Cheshire, c'est une forme de... je viens de vous parler de cette très ambigu autour des enfants de Lewis Carroll. Donc, je crée le personnage comme ça. Et en fait... En cherchant mieux, des années plus tard, quand je vais me mettre à illustrer vraiment le livre, là, je reprends le manuscrit, je reprends les lettres, je reprends le journal de Lewis Carroll et je me rends compte que je me suis complètement fourvoyé. Parce qu'en fait, quand on regarde le manuscrit, on voit en bas, ici, c'est la fin du manuscrit et il a posé une photo d'Alice Liddell. Sous cette photo, lorsqu'on soulève le papier, on voit un dessin d'Alice Liddell par Lewis Carroll lui-même. Et en fait, quand on compare ce dessin au dessin d'Alice elle-même, qui est à gauche ici, dessiné par Lewis Carroll, on voit bien qu'en fait, le personnage d'Alice n'est pas Alice Liddell. Mais au contraire, et il avait envoyé au premier illustrateur, c'est-à-dire Tenniel, lui, une photo d'une jeune fille qui s'appelait Beatrice Henley, donc une jeune fille blonde, diaphane, avec des boucles. Et donc, quand je crée mon personnage d'Alice au Pays des Merveilles, je fais ce chemin de lui donner l'apparence d'Alice, de Beatrice Henley, comme le désirait l'auteur, mais j'y appose la personnalité d'Alice Liddell parce qu'il a quand même appelé Alice. Et donc c'est intéressant parce que Lewis Carroll donc dessinait avant même de faire appel à un illustrateur qui était John Tenniel. Alors non seulement il dessinait, mais c'est lui, et ça c'est très très singulier, c'est lui qui a contacté John Tenniel, qui l'a payé avec ses deniers et qui a imprimé le premier livre. Ce qui a d'ailleurs donné quelque chose d'assez particulier parce que le livre d'Alice au Pays des Merveilles, la première édition, cette édition à gauche, est extrêmement rare parce qu'il y avait eu que, il me semble, 2000 ou 3000 copies imprimées et qui avait été imprimé à compte par Lewis Carroll lui-même. C'était Macmillan qui était l'éditeur, mais c'est Lewis Carroll qui a payé pour le tirage, il était vraiment en control freaks. Et quand il l'a vu, il ne lui a pas plu. Et donc, il a rappelé les livres, même pas au bout d'un mois. Et, donc, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis servi à la fois de la couverture du premier, avec cette même symbole-là de Alice qui tient dans les bras, cette fois-ci un lapin, et de l'autre côté, le chat du Cheshire, mais de la seconde édition qui rappelle une carte. Et donc, mon livre, c'est le mélange des deux. Oui, parce que John Tenniel et Lewis Carroll, leur relation était un petit peu compliquée. Ils étaient un peu colériques, un peu difficiles tous les deux. Alors... oui, on peut dire que c'était une relation un peu façon la Reine de Cœur, puisque ils s'envoyaient des petites gentillesses, disons, par courrier, du type, parce que Lewis Carroll voulait intervenir sur l'illustration de Tenniel et n'appréciait pas du tout. Il le disait dans de nombreuses lettres qu'il était extrêmement déçu par le travail de John Tenniel, et Tenniel lui disait « Je vous dis pas comment faire vos cours de mathématiques, donc venez pas m'expliquer comment je dois dessiner ». Donc voilà, c'était un rapport. Et en fait, ils ont été contraints de travailler ensemble après, quand même, parce que le livre a eu un immense succès, et donc ils ont travaillé ensuite, mais ni l'un ni l'autre n'en avait vraiment envie. Hein. Donc c'était assez amusant, cette espèce de rapport un peu contraint. Et là, je vous montre juste comment... Pareil, en fait, c'est une critique de la société victorienne et aristocratique. Et lorsqu'il parle de la Reine de Cœur, Lewis Carroll, en fait, parle d'Élisabeth Ier, dont la robe forme vraiment un cœur et qui était une reine extrêmement sanglante. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que voilà, j'ai fait ce même chemin. En fait, ce travail que je fais en fait quand je travaille sur un classique, c'est d'essayer de revenir aux sources et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu projeter en fait à travers cette œuvre, et avoir un dialogue avec lui, parce qu'en général, bon, les classiques, ça fait longtemps que les auteurs sont plus tout à fait de ce monde, donc je peux pas discuter avec eux directement, donc j'essaye de le faire à travers en fait les documents qu'il me reste. Et là, vous voyez, ce que vous voyez là-haut, c'est ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire c'est comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se construit vraiment, et puis là, la peinture finale. Alors, je fais une petite parenthèse, mais quand la reine Victoria monte au trône, c'est aussi l'année de la publication de La Petite Sirène. Oui. Or, Lewis Carroll a été très influencé par cette lecture, donc s'il n'y avait pas eu La Petite Sirène, peut-être qu'il n'y aurait pas lu Alice au Pays des Merveilles. Ah, c'est quasi sûr, oui. Parce qu'en fait, à l'époque où Alice paraît, juste avant, on était dans une littérature enfantine qui était une littérature du quotidien.
Il n'y avait pas de personnages magiques, de reines, de sorcières, de sirènes. C'est vraiment Andersen qui a ramené ce qu'on a appelé la littérature folklorique dans le monde de l'enfance et qu'on a réintroduit ces figures du merveilleux qui avaient complètement disparu. Et donc, effectivement, Alice au Pays des Merveilles n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la petite sirène. Ça, c'est assez fou. Et logiquement, si on arrive un petit peu plus loin dans le diaporama, on va arriver à Bambi. Alors oui, on va arriver à Bambi. Voilà, pardon. Oui, c'est ça. Et Bambi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a d'abord été un roman. Est-ce que vous vous souvenez de qui était l'auteur de Bambi? Ah, on a deux mains, sondage, oui. On en voit un petit... Allez-y. Oui. Ah, on n'entend pas, mais... Félix Alten. Félix Alten, exactement. C'est marrant parce que ça fait partie de ces créatures qui ont un peu tué leur créateur. On ne se souvient pas d'eux. De la même manière, j'ai envie de vous faire un quiz ce matin. Qui est le créateur de Pinocchio? Ah, ça, c'est plus facile quand même. Ah bah oui, alors on a des gens cultivés partout. Mais non, mais là, quand même, sur Pinocchio, sur Bambi, c'est particulier parce qu'en fait, ça vient vraiment de la genèse du livre lui-même et du contexte. Oui. C'est-à-dire Félix Alten, il s'appelait aussi Sigmund Salzmann. Oui. C'était un auteur juif d'origine hongroise et qui habitait en Autriche, pardon, et qui voit monter. Donc, il était ami un petit peu avec toute l'intelligentsia de l'époque. Là, on le voit avec Marlène Dietrich, ici. On le voit avec Theodor Herzl, avec Stefan Zweig. Donc, il participait à la vie intellectuelle de l'Europe continentale. Au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle. Et en fait, il constate la montée de l'antisémitisme dans l'Europe, les pogroms qu'on trouve en Russie, en Pologne, et cette forte inquiétude de quelque chose qui gronde, qui est en train de monter. Et il exprime en fait cette inquiétude dans cette métaphore qui va être Bambi, où il va justement reprendre les théories de Theodor Herzl sur l'idée du peuple apatride, c'est-à-dire le peuple juif qui n'a pas, tout comme les fans et les biches n'ont pas de terrier pour se protéger, le peuple juif à l'époque n'avait plus leur terre pour pouvoir se protéger et était du coup à couvert de toutes les attaques possibles de la forêt. Et donc, toute cette œuvre de Bambi va être autour de ce sentiment d'oppression, de peur, de chasse, de traque. Et il y aura des petits morceaux d'ailleurs de yiddish dedans parce que c'était ce qui était en train de se passer autour de lui. C'est-à-dire que Bambi paraît en 1923. En 1920, on a cette affiche-là du parti chrétien socialiste à gauche et on a toutes ces campagnes, ces cartes postales d'Autrichiennes sur le juif, ces affichages, quelques années plus tard, ça c'est parce qu'il n'y avait pas eu de photo, mais dans les années 20, il y avait déjà ces étoiles qu'on voyait sur les... Et donc, cette montée comme ça de l'antisémitisme, et quand il travaille autour de cette forêt, Salten est littéralement... projette énormément en fait à travers cette écriture. Il est pour le moment protégé, on le voit parce qu'il est journaliste, mais il sent bien que c'est quelque chose qui ne durera pas. Et donc en 23, quand paraît Bambi, c'est un livre qui a immédiatement un immense écho, qui rencontre un très grand succès. Les gens de l'époque voyaient tout à fait la métaphore. Ah, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'il paraît en 23 et très peu de temps après, en 33, il y a le parti nazi qui vient au pouvoir, le parti national-socialiste encore, et qui interdit immédiatement Bambi et fait des autodafés, les brûle, et cela dans toute l'Europe. Donc le livre disparaît. Pourquoi? C'est pas tant la créature qui a détruit l'auteur, c'est le contexte historique et aussi le fait qu'en 1942, c'est-à-dire en plein pendant la guerre, sort le film de Disney qui lui cherche à complètement nettoyer. Gommé. Voilà. Et d'ailleurs, même sur les affiches, on voit
surtout ils disent fun, c'est drôle, des rires, des surprises. Alors bon, quand on connaît Bambi, même le film, on sait bien qu'on rigole quand même pas beaucoup. Hein. Mais et ils disent une super histoire d'amour. Et bon, il y a un petit peu trop pris sur la marchandise quand même. Hein. Et parce que Bambi, c'est avant tout un livre sur la société. Cette société qui prend corps dans cette forêt, en fait. Et donc, l'une des premières choses que j'ai fait lorsque j'ai travaillé autour de Bambi, c'est travailler autour de la forêt, parce que la forêt, en fait, c'était un personnage elle-même. Et donc, elle se métamorphosait en fonction de ce qu'elle racontait. Et donc, ici, on voit, par exemple, une des scènes de neige, qui est un moment de protection, puisque la forêt est plus calme, en fait, en hiver. Et donc là, je la pars de rondeur, en fait. On passe de quelque chose de très, très anguleux à quelque chose de très rond, comme cela, voilà, comme une forme de protection. Et on a cette forêt, en fait, qui mute devant nous, un petit peu comme la société, en fait, de l'époque là-bas. Et c'était vraiment quelque chose qui comptait beaucoup pour moi, les matières, qu'on sente, en fait, la mousse, les arbres, le bruissement des feuilles. Et d'ailleurs, le livre, quand on le voit, la première chose qu'on a, c'est une découpe qui est très fine et qu'il faut prendre avec grande délicatesse pour pas l'abîmer, un petit peu comme quand on rentre en fait dans une forêt. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la technique justement utilisée, notamment la couleur de la forêt? Qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture? Alors en fait, la technique, je vais vous montrer. Alors attendez, on va parler de ça après alors, parce que voilà. Désolé. Hein, hop. La technique, ça, c'est de la gouache et de l'huile sur papier. Et en fait, c'est une technique, voilà, que je montre ici, qui est un peu longue. C'est-à-dire qu'au départ, on a un crayonné comme cela, et ensuite, petit à petit, je vais le reporter sur une feuille et je vais mettre des couches très diluées à l'eau de gouache qui vont petit à petit dessiner un petit peu la forêt et l'ambiance et les zones comme on voit ici, et puis petit à petit les détails et la matière va monter jusqu'à ce que j'amène ensuite à la fin de l'huile ici pour finaliser les contrastes et les effets de flou en fait de premier plan. Donc c'est une technique relativement longue, mais qui permet en fait justement de montrer toute la variété en fait des matières, des couleurs, des transparences qu'on peut avoir dans la forêt. Et quand vous dites relativement long, ça prend combien de temps en fait une simple peinture comme celle-ci? Ça va vraiment dépendre de la peinture. Alors celle-là, je sais exactement combien de temps ça a pris parce que je l'ai fait pendant un workshop. Et donc celle-là, elle a duré une journée et demie, disons, celle-ci. Mais il y a des peintures qui peuvent mettre beaucoup plus longtemps, une semaine. Enfin, ça va vraiment dépendre déjà de la fatigue, ça va dépendre de de l'inspiration, puis ça va dépendre aussi de ce qu'on doit représenter. Il y a des choses qui demandent plus de travail que d'autres. Et dans le livre, il y a aussi quelque chose d'important parce que de la même façon, donc bien sûr, il y avait le travail autour de la forêt, mais il y avait le travail aussi autour des animaux. Et donc, j'ai fait pas mal de croquis. Alors, c'est un livre que j'ai fait, et c'est amusant parce que ça parlait de forêt, ça parlait d'extérieur, et je l'ai fait en plein pendant le confinement. Donc, quelque part, à travers ce livre, je me baladais en forêt, alors que non. Et j'ai travaillé aussi, un peu comme pour Alice, je reviens toujours sur le livre premier, celui... Aux sources. Voilà, celui de la naissance du livre que l'auteur de son vivant a connu. Et dans la première édition en allemand de Bambi, il y avait très peu d'illustrations. Il y avait en revanche des ornements, comme on voit ici. Et ces ornements, en fait, donnaient une indication des personnages, du temps, mais aussi de l'époque de l'année. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très important parce que, évidemment, le rythme des saisons, c'est quelque chose d'essentiel dans Bambi. Et donc, comme c'est un livre qui est assez paginé, donc moi aussi, j'ai travaillé autour des ornements qui définissent les différentes périodes à travers les animaux et les feuilles du moment où on se trouve. Mais dans le livre, il y a aussi des ornements qui ornent tout l'écrit, qui permet à chaque instant de savoir à quel
moment de l'année, de la saison nous sommes. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose dont les animaux ont parfaitement conscience. Ils ont un rythme qui est calqué en fait par rapport à la saison. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire. Et une autre chose que j'ai voulu faire, c'est rappeler ce côté presque expressionniste qui colle avec l'époque et aussi avec la peur, le sentiment d'urgence, de peur qu'il y a dans Bambi. On voit la force même de cette petite image qu'il y a. Et donc, je l'ai rappelé en travaillant autour du fusain. C'est un des seuls livres où j'ai utilisé du fusain. Et le fusain, en fait, me permettait de garder en fait, ce sentiment d'urgence. Il y a des moments comme ça où, comme Bambi, en fait, on part sur une dizaine d'images sans texte. Et on suit comme ça, à travers l'image, on coupe le son. Et on est un peu comme le personnage, on est obligé de cavaler. On ne sait pas où on cavale, on ne sait pas vers quoi on va, puisqu'on n'a plus le mot, les lettres pour nous rassurer d'une certaine façon. Et on découvre et on court avec le personnage et avec ce dessin expressionniste noir et blanc qui a une forme de vitesse par la matière. On sent le mouvement en fait à travers le dessin. Voilà, qui est assez rapidement projeté. Et on voit bien justement que le dessin n'est pas un simple calque du texte, c'est vraiment une réappropriation. Vous ajoutez quelque chose, c'est presque une nouvelle page sur une page de texte. Vous parliez tout à l'heure aussi de la société, à quel point on était ancré dans son époque. Là aujourd'hui, on est dans une époque où les écosystèmes, l'environnement, ça fait très écho aussi à notre époque actuelle. Est-ce que en réimaginant Bambi aujourd'hui, vous êtes aussi vous-même dans cette époque et vous donnez des thématiques qui étaient peut-être pas celle de l'époque, mais aujourd'hui, vous êtes un auteur de votre temps, donc forcément, il y a des questions d'environnement, de thématiques environnementales. Alors, évidemment, il y a la question écologique qui est essentielle dans Bambi, parce que bien sûr qu'il y a plusieurs choses qui parlent de la saison et surtout des ravages de l'homme sur la forêt. Ça, c'est très clair, puisque la forêt brûle à un moment, littéralement. Donc, on a ce sentiment dans le livre d'urgence, en fait, par rapport à la protection de la nature. Mais évidemment, moi, ce qui m'a donné envie de travailler sur Bambi, et c'est terrible d'en parler en ce moment, au vu de plus de 1800% d'actes antisémites, de montée d'actes antisémites en France, bien entendu, c'est aussi en fait ce contexte social, politique, qui me donne envie de ramener Bambi parce que quelle est la force de ce texte? C'est de se mettre à la place de la figure opprimée. C'est-à-dire de se mettre à la place de ce peuple apatride, de ce sentiment de danger qu'ils ont, de ce sentiment de survie qu'ils ont à avoir, et de se mettre à la place. Ce n'est pas qu'un mot, qu'un nom de peuple lointain. Là, on est à travers les yeux des personnages. On vit avec eux la douleur que c'est de n'avoir nulle part où se cacher. Et c'est vrai que j'avais fait des rencontres scolaires et j'avais fait un livre qui s'appelait L'ombre du golem avec Eliette Abekassi. Et lors de ces rencontres, j'ai un enfant qui m'a ramené un dessin que sans doute ses parents avaient fait, antisémite. Et ça m'avait vraiment surpris, puisqu'il m'avait surpris aussi, c'était la réponse de l'école, c'est-à-dire mettre la poussière sous le tapis, surtout pas en parler. Il a fallu que j'en parle sur mes réseaux sociaux pour qu'enfin les parents soient convoqués, parce que c'est quand même pas normal d'utiliser un enfant comme cela. Et donc, ça m'a vraiment donné envie, et c'est comme ça que je me suis mis à la recherche de ce texte, en fait, avec Lucette Savier, qui travaille avec moi sur la collection et qui m'a proposé. Et je trouve que c'est vraiment un texte extrêmement important, encore plus en ce moment, où on est de plus en plus... on a l'impression que les gens jouent un match sur Israël, Palestine, Hamas, etc., sans se mettre à la place de l'autre. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de plus en plus par la littérature, par un pas de côté comme cela, qui permet, sans être immédiatement dans le quotidien, l'actualité, d'essayer de prendre conscience de l'altérité de l'autre, de ses craintes, de ses peurs, pour essayer de mieux comprendre le monde. Je pense que c'est vraiment une des choses immensément importantes de la littérature, et c'est ce que nous amènent justement les classiques, qui, par le fait que ce sont des textes qui demeurent dans l'histoire, ont ce pas de côté qu'on a parfois du mal à avoir avec l'actualité.
Et oui, c'est classique, ils font écho avec l'actualité, on l'a vu. Il y en a un autre qui a fait écho avec l'actualité, qui peut faire écho avec notre actualité, c'est La Petite Sirène, qui est beaucoup plus moderne qu'on ne peut le penser, parce que c'est un texte du 19e siècle, mais qui pose des questions... Oui. 19e siècle, oui. Qui pose des questions sur le genre et l'identité, et ça, je vous laisse en parler, parce que c'est justement ce que vous avez réussi à montrer à la toute fin de votre livre. On a la correspondance de l'écrivain danois qui a été publiée pour la première fois en français, et donc on a une nouvelle lecture de ce qu'a voulu dire Andersen dans son livre. Alors, bon, comme d'habitude, je vais vous raconter quand même qu'est-ce qui me relie à ce conte. Hein. Évidemment, c'est la version de Disney. Moi, je suis né en 82. En 89, arrive sur les écrans ce film-là. Donc là, en plus, avec le projecteur, on a les couleurs encore plus flashy. Donc là, on a ce festival de couleurs et des personnages dont je ne perçois pas encore toute la subversion, mais je comprends qu'il y a quelque chose. Ce personnage d'Ursula me fascine. Je découvre des années plus tard qu'en fait, derrière Ursula, il y avait un personnage qui s'appelait Divine, qui était la muse de John Waters, qui était une drag queen ultra transgressive, qui a travaillé dans Hairspray, et que en fait toute l'équipe de La Petite Sirène était une équipe qui a mis profondément, en fait, Ron Ashman, qui venait de la scène underground new-yorkaise, a mis plein de références vraiment queer, et donc les personnages, et évidemment la communauté queer s'est emparée de cela, et on le voit, les personnages sont devenus des espèces d'icônes, parce que c'est vrai quand même que voilà, c'est le papa, mais il a un diadème, des longs cheveux, il aime les fleurs, on voit jamais sa femme. Donc voilà. On ne regardera plus jamais La Petite Sirène de la même manière. Hein. Et donc en fait, cette histoire, je découvre en travaillant dessus avec Jean-Baptiste Courceau qui est le traducteur, parce qu'on a retraduit le texte. Je voulais revenir à l'essentiel du texte, d'abord parce que je trouvais qu'il y avait une dimension religieuse qui était dans le texte, que je voulais savoir si elle était présente dès le début ou non. Et donc je voulais revenir aux sources, donc de revenir au manuscrit original. En y allant et en cherchant les correspondances, que j'aime faire ça, trouver la genèse du livre, on a découvert effectivement cette histoire d'amour entre Andersen et Edward Collins, qui était le fils de son mécène. Une relation d'amour vraiment contrarié, parce que Edward Collins n'avait pas de sentiment pour Andersen autre que de l'admiration, et va épouser Henriette Collins, et donc il y a une correspondance nourrie entre Andersen et Edward Collins avant, pendant, après le mariage, et cette correspondance, en fait, des morceaux entiers de cette correspondance se retrouvent dans La Petite Sirène. C'est vraiment la découverte qu'on a fait avec Jean-Baptiste Courceau, et ça, c'était déjà en soi incroyable, parce qu'on s'est aussi rendu compte, en faisant tout le travail, qu'il a commencé à écrire ce livre le jour du mariage, ce qui est quand même un symbole, voilà, très important, et il va mettre tout son désespoir, et il va mettre, parce que ce personnage de La Petite Sirène, c'est quoi? C'est un personnage qui coupe sa queue, perd sa voix pour devenir une femme, pour pouvoir être aimée du prince qu'elle convoite. Bon, quand on comprend que La Petite Sirène, en fait, c'est Andersen, on comprend de quelle queue on parle, et on comprend, puisque nommément dans les lettres, il le dit, « J'aurais voulu être une femme pour être aimé de vous ». Et la découverte qu'on a fait, et là, je peux vous dire, j'en ai presque encore les frissons, quand on a découvert la fin, parce qu'il y avait une fin qui n'avait jamais été publiée. Oui. Pardon ? Elle a été biffée, cette fin. Elle a été biffée 2 fois, et elle n'a jamais été publiée nulle part avant le livre qu'on a fait. Cette fin, en 1837, dit quelque chose qui est, c'est complètement fou. Il dit, à la fin, le personnage dit « Quand enfin je serai une âme, je pourrai être aimé pour qui je suis vraiment à l'intérieur de mon cœur. » C'est-à-dire d'avoir une identité de cœur et une identité de biologie, en fait. Et ça, on ne peut même pas se rendre compte de la modernité de la chose, parce que on parle d'un moment, d'une époque où le terme homosexuel n'existait pas, où le terme transidentité n'existait pas. L'idée même de pouvoir changer de sexe, c'était de la science-fiction absolue. Et on a cet homme qui crée cette histoire où, à travers ses personnages, il peut atteindre un objectif qu'il sent au plus profond de lui-même. Et ça, c'était fascinant. Et évidemment, du coup, La Petite Sirène, je la dessine. Un peu plus androgyne. Elle devient androgyne, elle devient un personnage ambigu,
ambigu, qui n'est pas réellement défini. Et ça, dès les premiers croquis de La Petite Sirène, il y avait cette dimension d'aller vers cette sexualité, vers cette identité. Donc la couverture, on voit à quoi elle fait référence en termes de biologie, la forme dans laquelle évolue le personnage. Alors bon, là je vous cache pas que au départ c'est pas très bien passé auprès de mon éditeur. Donc la fameuse Marion, quand elle a reçu cette première proposition de couve, elle m'a dit c'est bien, mais est-ce que tu voudrais pas plutôt faire le portrait? Il est tellement plus joli. C'est plus sympa comme ça. Et puis j'ai dit non, parce que si je fais le portrait, je le fais comme ça. Et donc là, parce que moi c'était un livre sur l'identité, donc sur cette identité sexuelle. Donc du coup, finalement, voilà le compromis de la couve, et on voit ce rose. Elle est magnifique cette couverture, vous êtes d'accord? On peut l'applaudir cette couverture quand même. Merci. Merci. Et en fait, il y avait ce rose très fort qui est ce qu'on appelle un Pantone, parce que c'est l'identité vers laquelle veut aller le personnage, et ce bleu qui l'entoure, qui est l'identité sur lequel en fait qu'a ce personnage. Et ça, c'était quelque chose qui est apparu dès les premiers croquis, c'est-à-dire ça, c'est les storyboards, la première chose que je fais quand je me lance dans le livre. Et dès les premiers croquis, il y avait ce rapport en fait entre le rose et le bleu, et c'était pour moi quelque chose vraiment d'essentiel. Donc là, on voit encore les étapes du crayonné, de la gouache. Et bon, oui, les étapes, parfois, j'ai une assistante qui vient m'aider de temps en temps, qui s'appelle Émilie, qui là, je sais pas, comme ça parlait de poissons, elle était particulièrement intéressée. Et donc, on voit là, par exemple, le processus que c'est pour avoir ce rose. Je suis obligé de le cacher au début, comme ça, avec ce qu'on appelle du drawing gum, pour que le rose soit pur, parce qu'en fait, pour qu'il soit fluorescent, il faut qu'il soit directement sur le papier, et dès qu'on le mélange en fait à quelque chose, il perd immédiatement de son intensité. J'ai envie de faire une petite parenthèse. On a vu dans tout ce diaporama que vous avez réinterprété beaucoup de personnages féminins. Et je sais que vous aviez fait aussi Les Femmes Samouraïs, donc avec Sébastien Pérez, qui est votre acolyte de toujours, formidable. Et il y a eu des voix qui se sont élevées sur le fait que parfois, peut-être, un auteur homme ne devrait pas pouvoir écrire, illustrer sur des personnages féminins s'il n'est pas une femme. Il ne peut pas faire quelque chose sur un noir s'il n'est pas noir, ou sur un blanc s'il n'est pas blanc. Alors moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Par exemple, on parle d'Andersen là, et de cette idée de l'emprisonnement en fait dans une identité. C'est quelque chose à la fois que vit le personnage, mais c'est aussi quelque chose que maintenant on fait vivre aux auteurs. Et je trouve ça terrible, parce que pour moi, le propre de la littérature, c'est précisément d'aller vers l'autre. Ce que je disais pour Bambi, de prendre conscience de la douleur de l'autre, de prendre conscience de la condition de l'autre. Parmi les plus beaux textes, ce sont les textes justement qui ont été écrits par des personnages qui étaient extérieurs à l'identité dont elle parlait, Madame Bovary, et qui faisaient des textes d'une humanité et d'une sensibilité extrêmement importante. Et je pense que d'assigner un auteur à sa biologie, ou à sa sexualité, ou à sa couleur de peau, ou à sa religion, et lui dire qu'il ne peut n'être que cela, qui, à travers sa littérature, pour moi, c'est une défaite intellectuelle absolue. C'est du fascisme, parce que non, nous ne sommes pas que l'endroit du monde où nous sommes nés, nous ne sommes pas que ce que la biologie nous a donné. On est une somme de tout ça, on est une somme de nos rencontres, on est une somme de la vie qu'on va décider de vivre. Et c'est cela, en fait, que la littérature et l'art, de manière générale, se doit d'évoquer. Et donc moi, je suis en opposition absolue avec toutes ces idées. Et donc moi, je suis ravi d'avoir fait ce livre sur les femmes samouraïs. Et là, d'ailleurs, on montre, juste pour montrer comment par le dessin, on peut exprimer cette idée de l'enfermement. Là, on a le personnage, c'est un moment que personne n'avait illustré, alors que c'est écrit dans toutes les versions de La Petite Sirène. La première chose que fait le prince lorsqu'il découvre La Petite Sirène, c'est qu'il l'habille en homme, c'est-à-dire en vêtements de page. Ce qui est très intéressant quand même. Hein. Personne n'a jamais dessiné La Petite Sirène habillée en homme, pourtant c'est la première des choses. Et c'est comme ça qu'elle est quand elle est avec le prince, tout le temps. Elle est en homme. Et donc,
comme elle est enfermée dans cette identité, j'ai fait une composition qui l'enfermait aussi. C'est comme des barreaux de prison, toutes ces verticales autour d'elle, avec cette idée de lumière encastrée comme ça, et ce personnage qui essaye d'aller vers cette identité plus fluide. On voit avec le violet en fait de son pantalon. Voilà. Bon, là, je reviens sur. Oui, je me suis inspiré moi aussi de Divine, mais aussi d'autres drag queens parce que pour moi, en fait, la sorcière des mers, elle vivait vraiment dans les profondeurs, à un endroit où il n'y a plus de lumière, sauf des lumières, des très fluorescentes en fait, des méduses et des poissons comme ça. Donc je me suis dit c'est comme une boîte de nuit et donc c'est un peu Queen of the Night. Donc c'est voilà, on a la sorcière des mers. Bon, et c'est vrai que ces personnages en tout cas féminins, c'est quelque chose. Bon là je montrais des références. C'est quelque chose qui m'intéressait et aussi ces personnages comment dire ambigus. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et pour reparler avec Sébastien, c'est vrai qu'on a été quelque part plus loin, puisqu'on s'est permis, avec un livre comme L'enfance des méchants... C'est assez rare de revenir sur l'enfance des méchants, d'ailleurs. Je crois qu'on est les premiers à le faire. Justement. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de comprendre ce qui les avait fait devenir méchants, pourquoi ils étaient méchants, est-ce qu'ils avaient toujours été méchants. Bon, est-ce qu'un petit loup, ça fait vraiment peur au début? Non, peut-être pas. Peut-être que c'est mignon. Mais il faut quand même se méfier parce que parfois, ils sont quand même vraiment méchants. Et l'idée, c'était à travers ces personnages d'interroger encore les problématiques. Et donc, c'est un livre qui est assez singulier parce que Sébastien, il a fait un travail mais absolument colossal de chercher tous les éléments de la jeunesse des personnages dans les histoires originales pour essayer de comprendre. Et moi, j'ai eu ce principe parce que certains de ces personnages, je les avais déjà vus. Comme vous avez vu, la méchante reine, fallait la rajeunir. Et ça, c'est la première fois que je faisais ça. Et pareil pour la... Donc, on voit le travail graphique. Et puis surtout, d'arriver en fait en une image à raconter un univers, à raconter à travers les petits détails autour du personnage qui elle est quelque part et ce qu'elle peut devenir en fait, la somme de possibles. Et c'était l'idée parce qu'en fait les enfants se posent souvent la question, parce que les enfants ne sont pas toujours gentils, on ne va pas se mentir. Les enfants, quand ils font des bêtises, quand ils ne se comportent pas bien, ils se posent très souvent la question de est-ce que ça veut dire que je suis un méchant? Est-ce que ça veut dire que je vais être méchant toute ma vie? Est-ce que ça va me coller à la peau? Et l'idée de se dire, à travers ce livre, de dire ce qui compte, c'est la façon dont tu vas agir, en fait. C'est ce que tu vas faire de ta vie. Tu n'es pas né méchant nécessairement. Bon, il y en a un ou deux, si, quand même. On va pas se mentir. Quand même, en l'occurrence, elle, c'est vraiment une peau de vache. Je veux dire, elle naît, elle tue sa mère, ensuite elle tue son père. Bon, ça commence mal. Est-ce qu'on peut vous demander quel est votre méchant préféré, alors? Alors, moi, j'aime beaucoup Dracula. J'aime beaucoup le petit Dracula et bon, ça se sent parce que on en a fait un petit créatif. On s'est imaginé, il est tout seul, il est dans sa chambre, donc il crée son propre univers, donc il crée ses petites poupées bizarres, ses dessins, etc. Donc j'aime beaucoup ce petit personnage en fait de Dracula qui me touche en fait. Et bon, il y en a d'autres. J'en ai profité dans ce livre parce que là, par exemple, j'ai dessiné effectivement la mauvaise fée, la fée maléfique. Évidemment, moi, le personnage de Maléfique dans Disney, c'est un des personnages préférés avec celui de Cruella d'Enfer. Je rêvais de la dessiner, donc c'était magique de pouvoir donner ma version en fait de ce personnage. Et parfois, il y a des personnages où il y a des connexions un peu étranges. Le Capitaine Crochet. Quand il est petit, il n'a pas de crochet puisque ça lui arrive étant adulte. Donc, fallait quand même le lier. Et là, parfois, là, je me suis servi de Michael Jackson qui disait tout le temps qu'il était Peter Pan. Et donc, c'est venu comme ça. Donc, c'est assez marrant comment, on peut dériver autour de ces personnages et de comprendre parce que c'est un livre qui dit beaucoup de choses. Ce livre, il dit que à la fois, il faut essayer de comprendre l'autre. Plutôt que forcément lui mettre l'étiquette de la méchanceté et que la méchanceté elle peut être constitutive, c'est vrai, il y en a un ou deux, je vous ai dit, ils sont nés comme ça, il y a des psychopathes dans la vie, il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas voilà, mais que quand même souvent c'est ce qui s'est passé dans leur vie qui les a amenés à agir de la façon dont ils ont agi
Et ça c'est quelque chose qui est intéressant à dire pour les enfants. Et on arrive aux 5-10 dernières minutes de cet entretien passionnant. Merci beaucoup Benjamin Lacombe. Et en avant-première mondiale, je peux le dire, ici au Salon du Livre, vous allez nous parler de vos prochaines publications. Oui, alors là on voit ce petit personnage, parce que dans la même idée de revenir sur certains personnages, bon, moi le personnage du lapin blanc, c'est un personnage qui m'a touché énormément parce que c'est le personnage, c'est un personnage qui court toujours après le temps, qui est constamment en décalage par rapport à l'époque, au moment où il se trouve. Et je me suis senti très très proche de ce personnage, parce que bon, pour une fois, j'étais pas en retard aujourd'hui, mais d'habitude, je le suis. Et donc, j'ai travaillé autour de l'enfance de ce personnage. Et on voit en fait des scènes. Alors, ça m'arrivait tous les matins. C'est-à-dire, tous les matins, comme je n'étais pas du matin, je me renversais le chocolat sur moi. Donc là, c'est du jus de carotte. Mais bon. Et là, on est vraiment chez ma mère, parce que il y a les vaisselles hongroises, il y a les masques africains partout, il y a les sorcières, parce que ma mère elle adorait les sorcières, c'est pour ça aussi que j'adore les sorcières, les mobiles de sorcières. Donc, on est vraiment c'est un livre qui est très très personnel, qui parle du rapport au temps, du rapport à comment dire à ce qu'on nous assène comme ça, de se conformer. C'est un livre sur l'anticonformisme, c'est un livre sur se dire que peut-être qu'on n'arrive pas à se conformer aux diktats du temps, aux diktats de la société, mais finalement, le jour où on va cesser de chercher à le faire, c'est peut-être le jour où on va enfin vivre sa propre vie et selon ses propres modalités. Et c'est un livre qui parle de ça. Et bon, voilà, c'est un livre très personnel. Et il y a un autre livre dont je parle, un autre classique pour adultes, sur lequel je travaille et qui est fascinant dans l'époque dans laquelle on vit, où on essaye beaucoup d'utiliser les œuvres parfois contre les artistes aussi. Il y a des artistes qui sont attaqués pour les contenus de leurs œuvres. C'est exactement ce qui s'est passé pour Oscar Wilde et Dorian Gray. C'était la première fois dans l'histoire de la littérature dont on s'est servi d'une œuvre de littérature comme pièce à conviction contre un auteur qui a fini emprisonné. Et c'est aussi l'histoire de ce que c'est que la transgression, de ce que ça peut coûter à un artiste, puisque on a cette histoire d'amour qui s'est passée après l'écriture, grâce à ce roman, et qui est une incarnation de ce roman, c'est-à-dire l'écriture l'histoire d'amour entre ce jeune homme, Lord Alfred Douglas, et Oscar Wilde, qui va du coup me servir de référence pour créer mon Oscar Wilde. Et là aussi, c'est un livre que je mûris depuis longtemps et qui traite de problématiques très très contemporaine en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que ça paraîtra ? Et puis oui, on voit aussi dans le style, c'est beaucoup plus pictural, c'est quelque chose de beaucoup plus adulte, de beaucoup plus voilà, avec une touche de peinture beaucoup plus enlevée. Alors normalement, si je ne suis pas en retard, ces deux livres-là sortiront en octobre. Très bien, merci beaucoup Benjamin Lacombe. Je rappelle que vous êtes en dédicace sur l'estrade E1 de midi à 13h. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cet entretien. Merci. Merci à vous. Et on est à l'heure. Et on est à l'heure. Et on est à l'heure. Incroyable. On a réussi à le faire.